Bonjour à tous. Donc pareil, comme l'intervenant précédent, c'est pas un exercice que j'ai trop l'habitude de faire. Surtout depuis quelques années, quand on était étudiant, on avait un peu plus l'occasion de parler avec des diaporamas. Donc je vais faire mon mieux. Donc moi, je suis Louis Moda, domaine Moda. C'est un domaine dans le Roussillon, à 40 km à l'ouest de Perpignan. Je suis sur l'appellation Côte du Roussillon Village Caramani. Donc, je pense que pour vous, c'est une appellation un peu inconnue au bataillon. Donc le Roussillon, vous avez Montpellier par là, Bordeaux par là. Moi, je suis sur cette petite appellation Caramani. Donc c'est un domaine qui a été créé en 2007. Je vous recontextualise juste un petit peu d'où je viens et ce que je fais rapidement. Créé par mon père et mon grand-père en 2007. 18 hectares de vignes. La certification bio, moi j'étais pas encore arrivé, c'était 2011. Moi j'étais étudiant, école d'ingénieur de Purpan à Toulouse. Je reprends avec mon frère le domaine en 2017. C'est lui qui gère la partie commerciale, moi plus la prod, vigne et cave. Et pratique biodynamique depuis 2017, dès le début. Sérieusement à partir de 2019. Et on a été démarré la certification Biodiva en 2023. Et pour vous contextualiser encore un peu le domaine, donc on a quand même une belle part de blanc pour un domaine du Roussillon, avec les cépages qui sont cités là. Et aussi sur les rouges, on est sur Carignan, Syrah, Grenache, Noir. Voilà. Pour la partie pédologie, donc l'appellation Caramani sur laquelle je suis, nous on est sur le village de Cassagne. Cette appellation, Caramani est là, il y a Cassagne et Bellesta. Donc là on voit le lac que vous voyez ici, qui est un barrage qui a été fait, donc c'est pas un lac naturel. Et donc nous on va être sur toute cette structure-là, c'est des gneiss de Caramani. Donc un gneiss, c'est une roche métamorphique, un granit, roche très dure, qui par compression se transformait en gneiss, qui est une roche assez friable, très sableuse, donc avec des potentiels d'acidité aussi assez fortes, et on a aussi très peu d'argile. Donc pour vous recontextualiser les dernières années, ça va faire sourire, je pense, pas mal de monde. Là, c'est des relevés météorologiques, surtout sur les pluviométries de la station Grivesal, qui se trouve à une demi-heure du domaine. Donc sur les dernières années, je vais vous donner des chiffres un petit peu différents que ça, parce que j'ai des choses un peu différentes que ces chiffres-là, même si globalement, ça vous donne une tendance de pluviométrie qui est très très faible par rapport à ce que vous pouvez avoir. Donc en fait, depuis 2021, vous voyez que c'est des pluviométries quasiment, sauf pour 2025, en dessous de 400 mm. Bon, je vois qu'il y a 2022 ici, c'est 480. Moi, globalement, pour vous expliquer, 2022, 2023, 2024, je suis sur un gradient de pluviométrie d'octobre à octobre. Je prends un cycle végétatif qui va partir de 450 à 2024 à 280 mm d'eau cumulée. Avec évidemment, en plus de ça, des répartitions qui ne sont pas optimum. Donc parfois je fais la blague que je suis vigneron du Sahel parce que c'est les moyennes de pluviométrie qu'on retrouve au Sahel. Donc c'est vrai que là on a beau faire le nec plus ultra de la viticulture ou de l'agronomie, sur ces types de pluviométrie là on arrive sur des modèles qui sont quand même assez compliqués à tenir. Je vais en parler. Heureusement 2025 est un peu plus pluvieuse pour nous. On va dire que mon modèle à 450 mm, j'arrive à peu près à le tenir, à faire une production correcte. Voilà. Mais c'est sûr que ces niveaux-là, autour de 300 mm d'eau, il ne faut pas que ça dure très très longtemps. Là, 3 ans, c'est déjà beaucoup, avec des fortes mortalités sur certains vignobles du Roussillon. Il y a des vignerons qui ont arraché les parcelles, ils avaient 50% de taux de mortalité, juste dû à la sécheresse, quoi. Avec sans doute des pratiques agronomiques qui n'étaient pas les bonnes, mais quand même. Pour vous donner une petite idée, la même photo, la même parcelle entre décembre 2023 et décembre 2021. Il faut savoir que c'est des couverts qui sont semés chez moi entre août et septembre. C'est un maximum de semer le plus précocement possible entre les vendanges. Là, il n'y a, a pas de glyphosate. C'est juste, voilà. Et le semis est resté comme ça. Il a levé en septembre, il est resté comme ça jusqu'à ce qu'on ait eu enfin un peu de pluie au printemps 2024, quoi, où là ça a explosé.
Mais c'est pour montrer que c'est vrai que c'est assez radical, quoi, la différence. Donc moi, quand je suis arrivé donc, en 2017, très jeune, j'ai fait un peu le tour de l'existant. C'était important de faire un bilan de ce que j'avais. Donc globalement, je vous ai fait un résumé, parce que évidemment, il y a des variations, des différences en fonction des parcelles. Je vous reparle de l'état physique de mes sols avec ces gneiss là, donc ça a fait 60-70% de sable, très peu d'argile, donc comme on voit là. 1% de matière organique, si on partait quand même un peu de loin, ça fait peu. Après, encore une fois, les pourcentages de matière organique sont à corréler avec le taux d'argile. 1% de matière organique, ce n'est pas la même valeur que sur 70% de sable, enfin sur 10% d'argile, pardon, c'est pas la même chose que 1% d'argile sur 1% de matière organique, pardon, je vais y arriver, sur 30% d'argile. Il y a un gradient à faire, donc, mais ce n'est pas des bons statuts. Et là aussi, on voit un pH qui est quand même un peu inquiétant. Ça, c'est 2018, sur des sols qui sont en bio depuis presque 10 ans, parce que mon père, quand il a créé le domaine en 2007, même s'il n'était pas encore certifié, il avait des pratiques bio. Donc, justement, est-ce que c'est vraiment du bio en termes de population microbienne sur ces ACT-là? Ça pose question. Donc, et surtout, la différence entre le pHO et le pH-KCl qui indique qu'il y a une acidification qui va s'accentuer si rien n'est fait. Donc, ce qui a été mis en œuvre depuis 2018 avec ce constat, donc ça a été un petit peu des apports de fumier composté massifs. Alors après, on a parlé toute la journée de matière organique. Nous, on a fait aussi un travail sur qu'est-ce qu'on apporte comme matière organique en fonction de nos besoins. Qu'est-ce dont on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de la matière organique stable ou une matière organique à dégrader qui apporte de la nutrition aux plantes? Nous, c'était plutôt du gîte, donc de la matière organique stable, parce que sur ces gneiss et sables, on avait besoin de remplacer un petit peu l'effet de l'argile pour obtenir l'humidité et les vies microbiennes. Et évidemment aussi des choulages un peu massifs. Hein. Donc en 6 ans, on a fait beaucoup de travail. C'était des choses qu'on a mis en œuvre pour restructurer un peu tout ça. Donc ça, c'est un des éléments, parce qu'évidemment, c'est jamais seulement en tirant qu'une corde qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc ça a été aussi sur les couverts végétaux, depuis 2018, avec les premiers essais, et puis au fur et à mesure des années, ça s'est intensifié. On a aussi augmenté vraiment la diversité des semences utilisées, donc on utilise aujourd'hui une dizaine de semences dans notre mélange. Avant, au début, sur les premiers essais, c'était vraiment le classique de ceux qui démarrent, qui sont débutants sur les couverts, de févrole, avoine, et qui avaient déjà soulevé à l'époque quelques problématiques du fait d'avoir une faible diversité de semences dans notre couvert. La biodynamie, comme j'en parlais, voilà, avec quelques images. Donc, je vous ai mis Biodynamie 500, CBMT, 501, tisane. Ça parle peut-être à certaines personnes, d'autres non, mais en fait, peu importe les préparats, moi je pars toujours du postulat que la définition de base de la biodynamie, c'est pas forcément juste de faire ces préparations-là, c'est surtout de créer une entité agricole où, de par la diversité des productions qu'on fait sur l'exploitation, on crée des interactions positives. Donc la vigne est une monoculture, donc c'est compliqué d'avoir ce que je viens de dire sur cette monoculture-là, d'où les couverts, d'où le partenariat avec un éleveur qui vient pâturer ses couverts. C'est aussi l'introduction de chauves-souris, d'oiseaux, donc toute l'installation de nichoirs sur l'ensemble de la propriété, d'essayer de créer des interactions positives entre différentes productions sur l'exploitation. Après, la seule production rémunératrice chez nous, c'est le vin issu du raisin. Et aussi une grosse remise en question, un gros questionnement sur la partie physiologie de la vigne. Donc après une rencontre en 2018-2019 avec Marceau Boudarias, donc un travail qui a été fait depuis cette époque-là tous les ans en accompagnement avec lui sur la taille, donc ce qui implique avec ces moteurs de taille sur l'ébourgeonnage, pratique qui est très peu faite couramment chez nous. C'est vraiment fait que sur les cépages qui pamprent beaucoup, donc le muscat, le vionnier pour ceux qui en ont, qui vont avoir des pampres qui vont partir à la base, mais c'est jamais ébourgeonné drastiquement sur l'ensemble du pied.
Donc nous, c'est une chose qu'on pratique sur l'ensemble de notre vignoble, sur tous les cépages. Questionnement sur la greffe oméga. Donc j'ai banni la greffe oméga du domaine. C'est pas parce que la greffe oméga elle peut poser problème, c'est plutôt la partie pépiniériste qui pose problème. Donc on plante que des vignes en américain qu'on vient greffer en place. Donc là, vous avez un greffage qui a été fait, justement, ça c'est une photo de cette année. Ça c'est un greffage aussi de cette année. Bon, on expérimente différents types de greffes. Ça a été joli, je trouvais. Et là, ce que vous voyez là aussi, sur la partie physiologie, c'est 2 pieds en franc de pied, bouturés. Donc on a relancé un micro-pépinière au domaine, mais c'est aussi pour se poser des questions sur le matériel végétal, comment ça fonctionne. On a les sols très sableux, donc on pense qu'on peut se permettre d'essayer de voir ce que le franc de pied pourrait donner chez nous. Donc ça, c'est ma petite pépinière de franc de pied. Avec aussi, on bouture quelques Américains, ça ne faut pas le dire à ce qui paraît. Donc là, ce que vous voyez, c'est un bouturage de franc de pied d'un carignan, juste 1 an. Vous voyez le système racinaire qu'on a pu avoir, hein, c'est ça la distance des racines qu'on a réussi à sortir, celle qu'on a réussi à ne pas casser. Et ça, c'est une autre petite expérimentation qu'on fait. On fait beaucoup d'expérimentations. Hein. J'ai beaucoup de choses en cours. Ça, c'est un bouturage en place à la vigne au sein d'une parcelle pour éviter le processus de transplantation. Pour que le primo-système racinaire qui va se développer ne bouge jamais de l'endroit où on veut qu'il se développe. Alors chez nous, avec le pluviométrie que vous avez vu, ça implique un peu d'organisation, un peu de boulot. Mais quand on arrive à ce genre de résultat, après 1 an, c'est chouette. Donc voilà, c'est un peu comme on en a beaucoup parlé, il n'y a jamais une seule solution, le couvert végétaux, le couvert n'est pas une seule solution en soi pour gérer les problématiques qu'on avait quand j'ai repris le domaine. C'est une multitude de choses qui vont faire qu'on va réussir à faire progresser les sols et du coup la vigne. Et aussi la qualité des raisins et la qualité des vins in fine, quoi. Pour vous donner un exemple extrême, un cas concret sur un macabeu qu'on a récupéré, qu'on a acheté en 2017, l'année où je suis arrivé, je l'ai fait analyser. Donc là, on partait d'une vigne, d'un macabeu de 50 ans, conduite en conventionnel, désherbage en plein depuis X années et amendé en minéral. Donc structure de sol, hein, c'est à peu près ce qu'on retrouve partout sur le domaine. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez, je les ai fait grossir, 0,6% de matière organique et 4,7 de pH. Je ne savais même pas que c'était possible. Il y a beaucoup de gens, quand je leur montre ça, ça les surprend. Donc pour moi, quand on a ça, c'est une production presque hors sol, quoi. Le sol, la terre est juste un support physique pour le système racinaire et pour la plante, mais c'est compliqué, je trouve, de parler de terroir là. Et du coup, j'ai une analyse qu'on a fait quelques années après, en 2022. Après, du coup, des semis de couverts végétaux, ils ont galéré au début. Hein. Franchement, ça a été compliqué, ça poussait pas. Il y a eu donc les apports dont je vous parlais tout à l'heure, les amendements classiques, et du coup, on a quand même retrouvé assez rapidement un pH correct. Et on est passé de 0,6% de matière organique à 1,8%. Ce qui paraît une évolution énorme. Et encore une fois, je rebondis avec une intervention tout à l'heure en disant que les sols sableux réagissaient sans doute un peu plus rapidement et un peu mieux pour corriger ce genre de problème. Mais il faut dire qu'on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses en peu d'années, quoi. Ensuite, pas mal d'expés sur le domaine, notamment sur les couverts végétaux. Ça a commencé en 2018 sur une parcelle de Syrah, donc entre 2018 et 2021. Là, les modalités, c'était assez simple. Hein, c'était semis de couverts végétaux, un mélange d'avoine, févrole, radis et un rang non enherbé travaillé, griffé, sans couverture, même spontané. Et donc avec une destruction de broyage plus enfouissement début printemps, et donc là vous avez des courbes qui traduisent, c'est des sondes tensiométriques qui traduisent de l'état hydrique des sols, et donc vous avez 2 courbes, la courbe rouge c'est l'interrang travaillé et la courbe verte c'est l'interrang avec le couvert. Je rappelle toujours que 2018-2021, on va dire qu'on est sur des situations hydriques chez nous qui ne sont pas énormes mais qui étaient encore correctes. Et donc là les résultats que ça a donné, c'est, on constate que l'interrang travaillé, ah oui, je ne sais pas si j'ai précisé, peut-être tout le monde ne voit pas comment lire, interpréter ce diagramme.
plus on va vers les 200 C-bar, plus le sol est sec. Et à 200, on considère que le sol, il n'y a vraiment plus rien à sortir, à voir avec ce que les mycorhizes arrivent à faire quand même transiter dans les plantes. Mais voilà, et ici, on est sur un sol qui est saturé d'eau, il y a tout ce qu'il faut, tout le monde est content. Donc sur les sols sableux, plutôt très drainants, le fait de ne pas avoir de couvert, on avait une différence significative sur l'état hydrique du sol avec le rang travaillé qui avait perdu un peu, qui s'était un petit peu asséché. Et là, on voit aussi que le fait d'avoir un couvert enherbé, hein, bon, ça paraît logique maintenant, hein, mais à l'époque, nous, on se posait des questions sur comment fonctionnaient les couverts sur nos sols. On a une meilleure infiltration de l'eau sur le couvert. Voilà. En fait, aussi, ce petit pic, il faut corréler ça avec les deux flèches là, qui sont les dates de destruction. Donc, il y a eu un gyrobroyage et un scalpage, très léger en surface. Et en fait, le fait d'avoir une biomasse végétale morte, entre guillemets, pas vraiment en mulch, mais pas non plus enfouie, permettait d'avoir une meilleure infiltration de l'eau et de conserver l'eau plus longtemps avec le rang travaillé. Lui, c'était un peu asséché. Et donc on voit aussi que sur cette période-là, ensuite où il y a assez peu plu, on a quand même un sol qui était entre guillemets à nu, avec un couvert végétal qui avait été détruit, qui a permis d'avoir une meilleure conservation de l'eau dans nos sols plutôt que le rang travaillé, quoi. Donc ça, c'est quand même des indicateurs, des premières observations sur nos premiers essais qui étaient hyper encourageantes. En fait, on fait des couverts, on apporte de la matière organique, on restructure les sols, etc. Et en plus, on garde l'eau plus longtemps sur nos sables. Je remets toujours ça dans mon contexte de sol très sableux. Je n'ai pas pu vous présenter, il y avait d'autres domaines, on fait partie d'un GI2E, il y a d'autres domaines, d'autres études, je ne pouvais pas tout présenter, donc je me suis concentré sur mes résultats. Et donc, ce qui était intéressant de voir, et je crois qu'il y avait des questions par rapport à ça, est-ce qu'on arrive à augmenter la matière organique lorsqu'on met des couverts? Donc j'ai une réponse à vous donner, en tout cas la mienne. Donc là, c'est pour vous montrer moi. Donc ça, c'était les analyses d'état des lieux quand j'ai repris le domaine, que j'avais fait en juillet. Et lorsqu'on a lancé l'EXP en octobre 2018, jusqu'à octobre 2021. Donc en fait, en 2018, il y a eu toute la parcelle qui a été analysée. Ok, le rang témoin en octobre, le rang couvert en octobre, et puis après 3 ans après. Je vous ai remis tout l'état physique parce que c'était pour voir un peu qu'il y avait quand même une homogénéité, pour aussi traduire que les résultats suivants était cohérent et donc que cette évolution de matière organique n'était pas simplement due à un prélèvement et que ce n'était pas représentatif. Donc on voit aussi que c'est aussi à noter que par rapport aux résultats que je vous ai, les chiffres que je vous ai donnés précédemment, c'est une parcelle en termes de pH qui se comportait un peu mieux que la moyenne de mes parcelles. Donc on partait un peu moins là-dessus. Et donc la matière organique en 2018 sur cette parcelle-là, entre le témoin et le couvert, donc on voit qu'on repart un peu sur les moyennes du domaine qu'on avait, autour de 1%, un peu plus d'1%. Que le témoin, de par les apports de fumier composté qu'on a fait 3 fois sur 6 ans de 15 tonnes hectares, on a réussi à augmenter notre matière organique. C'était quand même des résultats qui sont assez encourageants. Et qu'avec un couvert, ça a permis de rendre exponentiel, ça a permis encore de mieux améliorer l'augmentation de la matière organique. Parce que là, la différence entre 1,63 et 2,28, c'est quand même assez significatif. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de dire, attends, en 3 ans, tu as pris 1% de matière organique. Ça fait beaucoup, ouais, je suis d'accord, j'en suis conscient. Mais force est de constater qu'en 2022, il y a cette étude-là, mais moi j'ai refait une batterie d'analyse sur l'ensemble de mon domaine. Et tout n'était pas à 1%, mais tout était au moins à 0,8% d'augmentation. Donc c'était vraiment sur 20 analyses de sol. Donc c'était un peu le rythme que je voulais avoir tous les 3 ans de faire les analyses de sol. On est maintenant, quand j'ai refait tout le domaine, c'était 2022, on est maintenant en 2025, il faudrait que je recommence. Mais je pense que vous connaissez un peu la situation économique de la filière en ce moment. On fait attention un peu à toutes nos dépenses et donc j'espère que je vais bientôt pouvoir relancer cette batterie d'analyse pour voir si depuis où j'en suis aujourd'hui. Petite parenthèse sur la matière organique.
Pour l'instant, j'ai fait que ça. Il n'y a qu'une parcelle où j'ai demandé un complément d'analyse. Bon, là, elles sont parlantes, elles donnent des indications. Mais ce que je recommande fortement, c'est que lorsqu'on fait une analyse de sol, ça coûte beaucoup plus cher, donc peut-être qu'il faut en faire moins. Mais vraiment, il y a quelque chose qui est hyper intéressant de faire, c'est la fragmentation de la matière organique. Parce qu'on a tous des sols qui sont tous très différents, des structures physiques qui sont différentes, et la fraction de la matière organique, ça vous donne... Ces chiffres-là, parfois, ils ne vous donnent pas beaucoup d'indications sur les amendements qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut que j'apporte une matière organique très stable, très dégradée, qui va me faire du gîte, ou est-ce qu'il faut que j'apporte quelque chose qui va m'apporter de la matière organique libre, facile à dégrader, pour faire du buffet? C'est un peu la métaphore que un agronome, Thibaut Desplanches, en CESTALAB à Montpellier, nous donnait en formation, du triptyque gîte, buffet, convive. Donc le gîte, c'est la matière organique stable, le buffet, c'est la matière organique libre, dégradable, et les buffets, c'est les convives. Enfin, le convive, c'est les micro-organismes. Il faut avoir un équilibre dans ce triptyque-là. Donc quand on fait des amendements à nos sols, il faut savoir ce dont on a besoin. Si on n'a pas de gîte, on peut avoir tout le buffet qu'on veut, ça prend l'eau, ça se dégrade, ça s'en va. Si on a un super gîte, un super buffet, mais qu'il n'y a pas de convive, ça ne sert à rien. Et vous pouvez tourner le truc dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un peu aussi les prochaines étapes, c'est d'aller encore plus dans le détail à ces niveaux-là. C'est pas une photo de chez moi, mais d'un des autres vignerons justement chez qui on faisait le même essai, sur juste enherbé, pas enherbé, et lui, il se met un rang sur deux. La réponse, elle est presque visuelle. Rang enherbé, détruit au printemps, rang non enherbé. Juste, regardez, un rang sur deux, vous avez une flaque, donc une infiltration de l'eau qui est mauvaise. Voilà, c'est assez parlant, c'est très très visuel. Et donc les couverts végétaux améliorent l'infiltrabilité de l'eau dans nos sols. Donc là, c'est pas une étude chez moi, mais c'est sur une lande. On en faisait un peu chez les différents vignerons. C'est aussi, une fois qu'on avait vu l'intérêt des couverts, on s'est tourné vers les modes de destruction et vers la conduite du couvert. Donc là, je vais essayer d'être assez rapide. En gros, un couvert permanent, spontané, un couvert végétal. Donc là, c'est spontané. Là, c'est un couvert semé et du labouré, et avec sans destruction, là, pour le coup. Donc ce qu'on constate, c'est que globalement, on arrivait vers les années très sèches, et en contexte très sec, vous voyez les pluviométries derrière, on constate que forcément, c'est les sols qui ne sont pas détruits, où on laisse un environnement permanent qui s'assèche le plus rapidement possible. Qui s'assèche le plus rapidement. Voilà. Donc ça à prendre en considération. Là, le témoin, donc travaillé, malheureusement, juste sur la partie hydrique, je ne parle pas de tous les autres avantages qu'un couvert peut apporter, mais juste sur le statut hydrique, le témoin travaillé garde son humidité plus longtemps que le couvert permanent qui va s'assécher beaucoup plus vite. Donc, et encore une fois, je remets ça dans son contexte d'années avec des pluviométries très basses. Donc ça nous a un peu incité à lancer une nouvelle expé, donc avec un grand groupe de vignerons, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, donc suivi par les différents CIVAM de ces différentes régions. Donc il y a une parcelle qui était chez moi, c'est celle-là, la 66.2. 5 modalités, un témoin travaillé, et tout le reste était semé, et avec des modes de destruction différents et des dates de destruction différentes. Donc là, destruction gyro-griffé précoce, gyro-griffé tardif, Rolofaca précoce, Rolofaca tardif. Voilà. Donc là, vous avez des schémas qui vous présentent l'ensemble des relevés des sondes hygrométriques sur l'ensemble des parcelles, sur l'ensemble des modalités. Donc, ce que ça veut dire, c'est que juste au fur et à mesure de la saison, le sol s'assèche. Là, il n'y a rien de très original, mais ça nous permet de faire une moyenne de tous ces relevés et de donner un graphique qui donne la différence à la moyenne, à celle-là, entre les modalités. Ce qu'on constate, encore une fois, je remets dans le contexte climatique des années qui étaient arrivées très sèches, entre 2021 et 2024. Ces études-là, c'est 2021-2024. Le témoin est toujours plus humide que les autres pratiques. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait des comportements, est-ce que dans
diagramme que je vais présenter après, il y a des comportements qui sont assez intéressants à voir sur des destructions précoces où on est beaucoup plus proche du témoin. Et avec toutes l'intérêt des couverts végétaux qui arrivent en plus, quoi. Donc l'état hydrique de la vigne, pareil, ça c'est la moyenne. Donc par rapport à la moyenne du témoin, par rapport à la moyenne de toutes les données relevées, on constate que le témoin et le destruction précoce et scalpage sont quasiment similaires. Donc ça c'est un bon indicateur, on peut faire des couverts, on va limiter l'érosion, améliorer l'infiltrabilité de l'eau, augmenter la matière organique, et en plus, par rapport à un témoin, sans couverture, on n'est pas trop mal, on est bien. Alors que roulage tardif, lorsqu'on, encore une fois, dans des contextes où il y a très peu d'eau, quand on tient les couverts trop longtemps, on a des statuts hydriques des sols qui se dégradent fortement, et ça a un impact direct sur la récolte. Donc là, la différence de rendement par cep par rapport à la moyenne du témoin, ce qui est agréable à voir, c'est que le travail précoce, le girobroyage et la destruction précoce du couvert permet d'avoir sensiblement le même rendement qu'un témoin. Et plus on va vers des modèles où on détruit tardivement, plus les rendements se différencient et on perd de la récolte en fait. C'est pareil sur la masse des bois, calculée à la taille sur le poids moyen des bois. Là, il y a des grosses différences. Et ce qu'on constate, c'est plus le modèle dure dans le temps, avec ce type d'hygrométrie, ce type de contexte climatique, plus ça accentue la différence des bois de taille. Donc c'est vraiment sur la vigueur que ça va jouer. Et j'ai une photo malheureusement qui a été prise chez moi, qui est très parlante. Donc ça c'est une vigne chez moi. Vous avez la modalité là visuelle, une photo de la modalité avec couvert mais destruction précoce. Donc avec une belle vigueur, malgré que c'était une année où on avait autour de 350 mm d'eau, et là une destruction très tardive du couvert. Voilà. Donc voilà, chez nous, certaines années, dans des contextes climatiques compliqués, de vouloir garder une couverture de sol, notamment avec un couvert permanent, ça peut induire ce genre de problème de vigueur. Donc les couverts chez nous sont vraiment à piloter de manière très fine, quoi. Faut faire attention. Je pense que 2018-2021, la même expé aurait donné des choses complètement différentes. 2022-2024, c'est le genre de choses qu'on peut avoir. Donc je serai plus nuancé sur les propos que j'ai entendus précédemment de mes collègues sur les couverts, c'est facile. Semer, je suis globalement d'accord. Par contre, dire que c'est facile, je suis un peu plus nuancé. C'est facile à mettre en œuvre, mais dans le pilotage, dans les décisions de destruction, vraiment s'adapter au millésime, et c'est pas si facile que ça. Et les résultats peuvent être très négatifs si on ne fait pas attention. Je vous ai résumé globalement, nous, les conclusions au niveau du groupe qu'on a eu sur nos différentes expés sur les couverts. Donc les avantages, augmentation de la fertilité minérale du sol, structure, matière organique, infiltration de l'eau, limiter l'érosion sur des sols très sableux comme les miens. C'est sûr que ça, c'est un sujet hyper important, surtout que les épisodes de pluie sont de plus en plus serrés, avec des quantités très importantes sur des sables. Quand c'est pas couvert, l'érosion est très marquée. Donc ça, pour nous, c'est important. Augmentation de l'importance des sols et les risques et inconvénients. J'ai rajouté à chaque fois risque de concurrence hydrique, risque de concurrence azotée, risque de baisse de rendement, parce que ça dépend du pilotage qu'on en fait. Voilà. Voilà, et les points de vigilance, moi c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie, c'est oui, semer, mais je pense qu'il y a vraiment un état des lieux à faire, de savoir d'où je pars, et dire les couverts sont la solution, ça va m'aider, c'est le nec plus ultra. In fine, oui, mais encore une fois, ça se pilote dans les choix. Est-ce que ça se fait tous les rangs la première année? Est-ce que ça se fait un rang sur deux? Quelles semences je mets, etc. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Est-ce que mon sol est prêt à recevoir un couvert? C'est simplement des domaines ou des sols qui ont reçu des couverts parce qu'on pensait que c'était la solution et qui en fait, le couvert a pompé les capacités de fertilité du sol et ont concurrencé la vigne. Donc est-ce qu'il ne faut pas en même temps, peut-être comme moi j'ai fait, apporter de la nutrition de manière massive pour pouvoir installer un système qui fonctionne dans le temps? Aussi très important pour nous, c'était vraiment les dates de semis.
Je me baladais encore, je tournais un petit peu dans la région hier. J'ai croisé quelques tracteurs qui semaient hier. Donc chez vous, peut-être que c'est des dates qui sont encore cohérentes, mais pour chez nous, semer en novembre, c'est trop tard. Si on détruit en mars ou en avril, en fonction des millésimes, moi j'aimerais bien arriver à détruire jamais, mais parfois on n'a pas le choix. Il faut vraiment que les semis soient faits entre août et septembre pour avoir la plus grande biomasse possible lorsqu'on arrive aux dates de destruction qui sont pour nous mars ou avril en fonction de l'état hydrique des sols. Et détruire des couverts qui ont levé, qui apportent que 2 tonnes de matière sèche, économiquement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Donc vraiment semer tôt pour avoir le plus de biomasse possible, pour que lorsqu'on doit prendre la décision de détruire parce que le contexte hydrique l'impose, il faut semer tôt. Et pour réussir un semis, il faut accepter de surdoser. Et on n'est pas des céréaliers, nos semences ne sont pas parfaits pour semer en vigne, donc il faut accepter de surdoser, il y a de la perte. Et diversifier son semis, ça c'est juste qu'on s'est rendu compte assez rapidement que le mélange avoine-févrole, après quelques années de semis, on avait des cas de rouille sur les févroles. Donc qui mouraient très rapidement. Alors, si en plus l'hiver on doit traiter la rouille sur les vignes, c'est un peu chiant. Donc vraiment, moi, la diversité du semis, d'avoir un mélange très complexe, j'ai beaucoup moins, très fortement limité les maladies sur la févrole qui est assez sensible lorsqu'on la ressème tous les ans comme ça. Je pense que mon intervenant Emmanuel pourra confirmer que ça peut être des problèmes qu'on peut avoir sur les semis de couverts végétaux lorsqu'on a très peu de diversité. Sur la physiologie de la vigne, sujet qui est quand même un des points les plus importants du travail qu'on a fait, c'était vraiment de travailler. C'est quelque chose qui est assez particulier chez nous, hein. Je sais que peut-être dans la région bordelaise, l'ébourgeonnage est beaucoup plus classique. Chez nous, ça ne l'est pas du tout. Quand je dis à mes collègues vignerons que je fais autant mes carignans que mes grenaches, que mes muscats, que je vais jusqu'au courson, etc., ça leur paraît bizarre. Il vaut mieux avoir, c'est classique, 7 serments dynamiques que plein de sarments mal épamprés qui vont faire qu'on va avoir une vigueur très mauvaise sur certains des sarments de la souche. Donc on fait un gros travail là-dessus sur la gestion de la production. Combien j'ai besoin de laisser d'œil franc sur ma vigne pour le volume de production, enfin pour mon objectif de production. Donc ça s'est passé par beaucoup de collecte de data au domaine, de connaître chaque parcelle, les rendements depuis que je me suis installé, de savoir le potentiel de production de mes vignes et d'adapter à chaque vigne une taille, un nombre d'œils francs et derrière un ébourgeonnage pour adapter. Donc en fait ça a relevé un calcul, il est tout bête ce calcul, hein. C'est le poids moyen d'une grappe. Donc pareil, je collecte beaucoup de data au domaine pour ça. Chaque vendange, on pèse c'est quoi le poids d'un grenache, c'est quoi le poids d'un carignan, c'est quoi le poids d'un vionnier, c'est quoi le poids d'un muscat, etc. Le poids moyen sur X années, au final, on s'est rendu compte, alors en tout cas dans le Roussillon, en demandant à la Chambre d'agriculture, c'était compliqué de trouver des data là-dessus. Donc c'est ce que j'ai lancé pour connaître en fait par rapport au coefficient de rentabilité des bourgeons par sarment, le nombre de kilogrammes de raisin par souche, combien de raisins il me faut par souche. Le nombre de kilogrammes de raisin fois le nombre de pieds fois le pourcentage de manquants, parce qu'on a quand même des vignes chez nous, sur les vieilles vignes qui ont des manquants, on a 1 kg de raisin à l'hectare, et les rendements jus, on a un rendement à l'hectare. Bon, on calcule un peu bête et méchant, vous me direz, mais lorsque j'avais des parcelles qui, depuis X années, me donnaient un potentiel de rendement de 30-35 hectos, ce qui est chez moi mon objectif, hein. Quand je suis à 30 hecto-hectares, c'est suffisant dans mon modèle économique. 35, c'est l'objectif final, mais ça prend du temps. Et on est dépendant évidemment de nos pluviométries. On peut réussir à avoir un chiffre théorique du nombre de sarments qu'il faut laisser par souche. Et donc on se rend compte que pour mon objectif, en fait, il faut que 7 à 8 sarments. Donc sur du cordon de Roya, 4 porteurs à 2 yeux francs, ça paraît très faible. Et ça, souvent, quand j'en parle à des vignerons de chez moi, je leur présente ça, ils me disent « Attends, ouais, c'est rien, mais en fait, tu vas produire moins. » Non, le but, c'est encore une fois, c'est pas la seule solution, mais avec
l'ensemble des choses qu'on a mis en œuvre, d'adapter la charge à la vigueur, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, on a une vigne qui va, entre ce qu'on va extraire d'énergie de la souche, donc les raisins, et ce qu'elle va pouvoir mettre en réserve, elle va pouvoir mieux se comporter sur les années très compliquées. C'est ce que j'ai constaté. Alors ça, c'est purement de l'observation, et en discutant avec mes copains vignerons sur les mêmes secteurs, c'est que globalement, avec les années de stress hydrique qu'on a subi, alors j'ai pas une augmentation de mes rendements, hein, mais en tout cas j'ai une stabilisation. J'ai pas eu un effondrement, sauf 2024, lorsqu'on passe en dessous de 300 mm d'eau d'octobre à octobre. Là, on va dire qu'on est arrivé au bout du système, on est arrivé au bout du modèle. Et là, quand on a vraiment ces pluviométries-là, ça devient très compliqué. Mais c'est comme ça qu'on pilote la production. Parce que chez nous, un grenache non ébourgeonné, souvent, c'est plus que 4 porteurs. C'est plus que 4 coursons. Ça va être 5, voire 6 coursons. Donc 12 sarments, plus tous les bourgeons surnuméraires, donc les pampres, qui ne vont pas être épamprés, pas être ébourgeonnés. Et du coup, en fait, on demande à la vigne de produire beaucoup de végétal. Donc elle va s'efforcer de le faire, elle ne va pas réussir, et du coup, elle va forcément prendre sur ses rendements, quoi. Et donc un gros travail aussi sur le rapport de surface foliaire exploitée sur nos kilos de raisin par pied, quoi. Donc d'essayer de rentrer théoriquement dans un état d'auto-fertilité avec une SFE suffisante. On peut imaginer dans nos régions très ensoleillées donc des SFE un peu plus faibles, le besoin SFE peut-être un peu plus faible chez nous parce qu'on a beaucoup plus de soleil. On travaille beaucoup là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans une autre expé qu'on a lancée il y a 2 ans, mais on a lancé une expé sur la vendange en verre pour produire plus. Donc ça paraît un peu contradictoire, mais en fait l'idée avec tout ce que je viens de vous présenter, c'est de dire on demande moins à la plante. Est-ce que, entre une rangée témoin et une rangée où on a tombé 25% des raisins, est-ce qu'on perd vraiment 25% de récolte? Est-ce que le rendement jus n'est pas un peu meilleur? Et sur X années, sur 2, 3, 4, 5, et peut-être pendant 10 ans, à faire ça, d'avoir limité un petit peu notre production, on n'a pas un meilleur rendement jus, du coup on pallie aux raisins qu'on a tombés, mais c'est aussi de voir tous les pépins, les pellicules et les rafles que la vigne n'a pas eu à produire. Pépins de raisin, il y a de l'huile de pépins de raisin, donc il y a beaucoup d'énergie dans un pépin de raisin. Lorsque la vigne ne produit pas ça, c'est de l'énergie qu'elle a stockée et qu'elle va peut-être mettre dans les raisins qui lui restent, et sur les années suivantes qu'elle va pouvoir restituer peut-être pour mieux se comporter dans des productions assez extrêmes, quoi. Je n'ai pas encore de résultats concrets à vous donner, parce que la première année était un T0 pour nous, vu qu'il n'y a jamais eu avant de raisins tombés. Cette année, on a quelques petites indications déjà sur que quand on tombe 25% des raisins, on ne perd pas 25% de récolte. Et sur les glories qui ont été faites, sur aussi l'analyse des polyphénols, des qualités de maturité, c'était assez impressionnant les différences entre le témoin et le moins 25%. On est vraiment au même stade d'analyse, toujours le moins 25% qui était bien plus qualitatif, avec des équilibres, ce qui nous intéresse beaucoup chez nous, sur les pH et les acidités. Donc c'est quand même des éléments importants, parce que produire, oui, mais c'est pour produire pas bon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est un peu ça que je vous montrais, le tableau de gestion à la production. Donc les rendements moyens, je ne vous ai pas mis les meilleurs, je ne vous ai pas mis les moins bonnes, j'en ai qui sont bien plus catastrophiques que ça, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu pas mal de cépages différents. C'est un tableau qui me permet en fait de piloter ma production sur la taille. Donc sur la taille, mais aussi sur les bourgeonnages. Je veux dire, cette vigne-là, il faut laisser, on a un objectif de 8 grappes par cep, il faut laisser 8 sarments. C'est tout, je ne veux rien de plus. Celle-là, à Macabeu, ça pèse assez lourd les raisins, hein. Le poids moyen d'une grappe, Macabeu, ça peut même faire 1 kg, hein, parfois. 1,2 kg, c'est souvent. Du coup, en fait, on a besoin que de 6 sarments. Il vaut mieux beaucoup moins de sarments, très dynamiques, que le double qui a poussé à moitié. Et donc, pour voir un peu les hauteurs foliaires qu'il nous faudrait pour être soit SFE suffisante, autofertilité, soit là, on va être une SFE trop faible, il va falloir amender, quoi.
Bon, voilà, ça c'est un petit tableau que je vous présente. C'est quelque chose, c'est pas figé, hein, c'est quelque chose en modifiant les données, on peut voir un peu sur quelles choses il faut jouer pour conduire le vignoble, quoi. C'est un outil. Pour faire le lien avec Marie-Pierre, qui va travailler sur les temps de travaux et les coûts économiques des différents travaux, je collecte aussi des données là-dessus. Bon, j'ai pas grand-chose à vous présenter, mais c'est vrai qu'on dit, pour vous, je sais pas, mais chez nous, les pamprages, quand je dis à Violent, je leur dis ça, ils me disent, ouais, mais écoute, embaucher les personnels, c'est compliqué, financièrement, etc. Ouais, donc c'est un coût supplémentaire, c'est sûr. Mais avant, sans épamprage, on était à une moyenne de taille par hectare de 60 heures, c'est ce que j'ai calculé. Alors on a du gobelet, on a du cordon, on a du guyot. Donc je vous ai vraiment donné une moyenne globale. Évidemment, un gobelet est plus rapide à tailler qu'un cordon, et nous on est à 4400 pieds hectares. Si ces chiffres-là vous semblent pas du tout cohérents, c'est que voilà, les modèles de production sont très différents par rapport à ce que vous faites ici. Et que nous on tire les bois aussi en même temps. Enfin voilà. Mais en tout cas, depuis qu'on est pampre, on a la moyenne de temps de travail à l'hectare, en tout cas, a baissé. Et on a rajouté ce temps-là, donc ça ne compense pas entièrement, mais en tout cas économiquement, ça compense en partie la taille. Lorsqu'on n'a que 8 sarments ou 6 sarments bien épamprés, bien visibles, et que la manière dont on taille, ça va très très vite, quoi. Que quand on a 25 sarments avec des pampres derrière, en dessous, où il faut vraiment aller chercher. C'est vrai qu'aujourd'hui, la taille, elle est beaucoup plus facile chez nous. Voilà.